Je me dis, il était des droits fondamentaux de M. Corneille Nangaa après ses fonctions, après avoir exercé les fonctions de président de la CENI. Il était de son droit fondamental de pouvoir aussi intégrer la vie politique. Ça, je lui accorde, je lui concède. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est que, vous savez, la personne du chef de l'autorité est sacrée chez nous en Afrique. Nangaa a trahi notre coutume africaine. Il a trahi la tradition du Haut-Touélé où la personne du chef est sacrée. Aujourd'hui, il pointe du doigt les chefs de l'État alors qu'il ignore que son père est chef coutumier. Il dit que Tshisekedi doit quitter les pouvoirs et il a échoué. Oui, c'est son point de vue. Je crois que c'est de la masturbation politique. Et je vous dis un adage qui dit aussi que l'eau qui coule ne retourne pas en arrière. C'est vous dire qu'on ne peut pas renverser les temps. Plus tard qu'il y a 3 mois, son père biologique, Monsieur Majesté Nangaa, avait confié son pouvoir à son fils aîné. Mais quelques 3 mois après, il est revenu pour reprendre le pouvoir. C'est vous dire qu'il n'a pas de leçons de démocratie ou de la gestion à nous donner. Avant de parler bilan du chef de l'État et élection, parlons de l'accord. Est-ce qu'en dehors de l'accord qui a été signé en public, accord FCC-CAS, y a-t-il eu un autre accord secret que Nangaa est en train de parler, de revenir? Il y a John Numbi, en tout cas tout l'entourage immédiat de l'ancien chef de l'État est en train de revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a eu accord secret? Et s'il y a eu accord, que disait cet accord? Je dois saluer les efforts et les génies de son Excellence, le secrétaire général Kabouya, Augustin, qui de doigté de main est en train de changer des choses parce qu'il a fait la différence avec les autres secrétaires qui se sont succédés à la tête du parti. Tous les autres étaient des bureaucrates. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Liberté Plus Mag. Cette émission, comme vous le savez, est de manière permanente présentée par notre consoeur Rebecca Bilendo, la Servadi, mais pour raison de voyage. C'est bien moi, votre humble serviteur Hervé Moulumba, double DG comme on le dit, qui va commencer maintenant à présenter cette émission. Aujourd'hui, je reçois d'une manière spéciale un invité aussi spécial. Il s'appelle l'honorable Godefroid Massanza, grand dignitaire de l'espace oriental, donc l'ancienne province orientale, et grand notable de la province de Haut-Touélé à Isiro, à qui j'ai dit déjà bonjour honorable. Bonjour monsieur le journaliste et DG. Il faut le dire que vous êtes également membre cadre de l'IDPS. Merci pour cette précision des marques et détails. Alors, si nous organisons cette émission, c'est spécialement, vous voulez répondre ou recadrer le propos tenu par Corneille Nangaa contre le pouvoir de Kinshasa. Alors, mais avant d'en arriver là, j'aimerais d'abord qu'on parle de vous, qu'on vous présente, au-delà de ce que moi j'ai dit autour de votre présentation. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir de vous? Qui êtes-vous? Merci monsieur le DG, merci la télévision de Liberté Plus pour cette occasion que vous nous offrez pour parler à nos différents spectateurs éparpillés à travers la province de ville de Kinshasa et à travers les Congos. Comme l'a dit, je suis honorable Godefroid Massanza, je suis originaire de la province du Haut-Touélé. Mes études primaires et secondaires, je les faites à Isiro au collège et après j'ai poursuivi à l'université de Kisangani où je me suis en sorti avec un diplôme de licence en sciences politiques et administratives. Et comme expérience professionnelle, j'ai exercé les fonctions d'administrateur du territoire dans le territoire de Bundu de 2002 à 2010 et ensuite
J'ai été élu député national en 2011 où j'ai exercé jusqu'à 2018. Et après 2018, vous savez, les élections de 2018, il y avait des réalités, des donnes telles que, bon, on ne sait pas faire tous ces détails ici présents. Mais je vous dis que après ces élections, je suis rentré parce que je suis basé maintenant avec toute ma famille à Kinshasa. C'est là où j'exerce les fonctions de conseiller. J'ai commencé comme conseiller au ministère de droits humains avec le gouvernement Ilokamba et avec la chute de Ilokamba et la fissure, la rupture qu'il y a eu entre le FCC et Cash. Nous sommes partis. Je me suis retrouvé maintenant depuis comme conseiller au ministère du Développement rural. Oui, puisque vous parlez de la coalition FCC-Cash, vous êtes un témoin vivant de tous ces soubresauts, tout ce qui s'est passé autour de cet accord-là. Alors, dites-nous, comment vous avez vécu ces fissures-là, ces cassures des relations entre le FCC et le Cash? Merci de la question. Je pense que tout homme de bonne foi, les chefs de l'État, Félix Antoine, arrivé au pouvoir au niveau de la magistrature suprême. De l'autre côté, il y avait les FCC qui avaient la majorité et qui s'étaient fabriqué la majorité parlementaire. Il n'était que normal dans l'esprit de cohésion et pour l'intérêt de la nation d'essayer de se mettre ensemble pour essayer de voir comment voir la gestion du pays pour l'intérêt de la communauté et de la République. C'est ainsi qu'il y a eu justement cet accord FCC-Cash pour que la majorité parlementaire qui devait sortir un premier ministre, et vous savez, le système politique chez nous en Afrique, au Congo particulièrement, nous sommes un régime où le gouvernement est bicéphale. Il y a les premiers ministres qui gouvernent, il y a aussi les chefs de l'État, les chefs de l'exécutif en même temps. Or, les grandes lignes, les grandes actions du gouvernement sont pilotées par les chefs de l'État et il n'était que nécessaire que le chef de l'État, par sa vision, puisse approcher les amis du FCC pour conjuguer les efforts ensemble et pour qu'on puisse diriger et éviter qu'il y ait des amalgames et des fissures et des désordres. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché au juste pour qu'on en arrive là? Effectivement, parce que plusieurs personnes disent que mais pourquoi ça n'a pas marché? Mais oui, mais le président Félix avait la bonne foi qu'avec son partenaire, qu'il a même appelé partenaire privilégié de l'alternance, qu'on pouvait lui offrir la possibilité de donner, de sortir ce pays ici du gouffre dans lequel le pays était jeté. Mais malheureusement, il s'est retrouvé devant une mauvaise foi, des amis qui n'étaient pas sincères vis-à-vis d'eux, alors que les pouvoirs devaient être discutés entre les deux personnalités, mais ils ne jouaient pas les francs jeux. À toutes les fois qu'il y avait des grandes questions qui engageaient la vie de la nation, un ministre, c'est pour qu'il réponde vis-à-vis du gouvernement ou du chef de l'État, il devait d'abord se référer pour avoir des instructions. Mais ça, ces instructions-là, donc les pays, ça a créé des lourdeurs dans la gestion de l'État. Ça a créé les dysfonctionnements et même la faiblesse de la gestion de la chose publique. Et avisé, il n'était que normal que les chefs de l'État prennent conscience de cette situation. En quelque sorte, on voulait faire du président Félix Tshisekedi un président protocolaire. Exactement, parce qu'ils ont pensé qu'ayant la majorité parlementaire, et ils pouvaient aussi utiliser les députés comme leurs vaches, comme leurs leviers pour essayer de tourner le pouvoir dans tous les sens. Mais tout de suite là, les chefs de l'État avisés, il s'est arrêté, il a regardé parce qu'il a des comptes à rendre. C'est lui qui a eu la magistrature suprême et qu'il avait des comptes à rendre à la nation à la fin de ce mandat-là. C'est comme ça qu'il s'est ressaisi. Et lui qui n'avait pas de majorité, quelle magie a-t-il fait pour retourner les choses? Et justement, c'est ça l'intelligence politique que nous pouvons noter dans les chefs de l'État, Félix, parce qu'il n'y a pas la majorité parlementaire. Il lui était difficile de gouverner les pays, parce que le pays se gouverne à travers le gouvernement qui est l'émanation du Parlement. Okay. Donc il lui était difficile, mais par l'intelligence politique. Et parce que certaines personnes, les mauvaises langues, disaient que maintenant il n'avait pas d'expérience politique, il n'avait jamais géré, mais il a surpris plus d'une personne, alors qu'ils avaient la majorité parlementaire. Mais Félix
Tshisekedi, le chef de l'État, a si parlé. Il a expliqué les bien fondés de la gestion de la chose publique. Et ces parlementaires se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de comptes à rendre à un individu ou à un groupe d'individus, et qu'ils avaient des comptes à rendre à la nation congolaise et à la République démocratique du Congo et au peuple congolais. C'est comme ça qu'il a parlé à ces députés. Les députés nationaux ont compris les bien fondés de la démarche et de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est ainsi qu'ils ont décidé, en âme et conscience, comme des responsables, pour adhérer et tourner, travailler avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, honorable Godefroid Massanza. Et parlons maintenant de votre intégration au sein de l'UDPS. Vous étiez dans un parti qui était membre du FCC, mais après ces changements politiques qu'on vient d'évoquer ici, vous avez décidé, en âme et conscience, d'intégrer l'UDPS. Merci pour la question. Je pense que... On peut parler d'intégration, mais de réintégration. Je dirais même la réintégration. Parce que j'ai toujours évolué dans l'UDPS depuis mon jeune âge, depuis les campus de Kisangani. Nous avons mené des actions avec le feu Etienne Tshisekedi. Nous avons, même quand il y a eu le changement de régime après la chute de Mobutu, les premiers gouverneurs de la Grande Orientale a été porté par nous, les étudiants. Et les étudiants de l'UDPS, parce que l'UDPS est installé dans l'Assemblée de la République du Congo, dans toutes les institutions, même chez nous, au niveau de l'université, l'UDPS était installé suffisamment à l'université de Kisangani. C'est comme ça qu'à l'arrivée, à l'entrée de l'AFDEL, nous avons porté, paix à son âme, le feu docteur Yagi Sitolo comme gouverneur de la province orientale. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une intégration, mais c'est plutôt la réintégration. Je reviens dans ma maison. Alors, comment vous trouvez votre parti? Le parti, je dois saluer les efforts et les génies de son Excellence, Monsieur le secrétaire général Kabouya, Augustin, qui, de doigté de main, est en train de changer des choses parce qu'il a fait la différence avec les autres secrétaires qui se sont succédés à la tête du parti. Tous les autres étaient des bureaucrates. Il était ici à Kinshasa en train de se pavaner dans le bureau climatisé, mais il fait la différence avec les autres. C'est un homme de terrain. Il a pris son temps pour essayer de faire le tour de la République démocratique du Congo, province par province, pour palper du doigt les réalités de ces pays ici, les difficultés, les problèmes épineux de chaque province, de chaque chefferie et secteur, de telle manière que ces problèmes soient présentés dans le cadre du projet du gouvernement pour permettre à ce que quand le gouvernement va décider pour poser des actions à travers les pays, qu'on ait des données de chaque territoire sans qu'on puisse oublier un territoire ou une chefferie. Donc c'est l'avantage. Je dis vraiment bravo à son Excellence, Monsieur le secrétaire général, qui aujourd'hui qui a revitalisé, qui a redonné la vie à l'UDPS qui, depuis un certain temps, était en veilleuse, mais aujourd'hui, les différentes fédérations sont redynamisées, restructurées, et c'est ce qui permet aujourd'hui, les gens sont en train de trembler aujourd'hui parce qu'il a posé des jalons. Aujourd'hui, nous avons des racines à travers toutes les provinces. Il n'est pas bureaucrate aujourd'hui, il a les problèmes, les préoccupations de l'Assemblée de la République, territoire par territoire et province par province. C'est pourquoi j'ai dit vraiment coup de chapeau, et il continue. Merci beaucoup. Avant de parler processus électoral, honorable Godefroid Massanza, parlons d'abord de Corneille Nangaa. Pourquoi vous estimez que Corneille Nangaa, vous devez répondre ou recadrer Corneille Nangaa? Qu'a-t-il dit de fausseté dans tout ce qu'il a dit dans sa récente sortie médiatique sur France 24 et dans les réseaux sociaux? Oui, merci pour la question. Et si j'ai pris l'initiative de répondre à ces allégations de mon frère, M. Yobeluo, Nangaa Corneille, aujourd'hui connu sous le nom de Nangaa Corneille Yobeluo, parce que c'est un jeune frère à moi. Nous avons eu à évoluer ensemble depuis le bas âge. Nous avons été du collège, nous avons évolué ensemble jusqu'à obtenir le diplôme d'État, jusqu'à
c'est l'université qui nous a séparés après les diplômes d'État. Il est allé en économie, nous sommes allés en sciences politiques. Et après l'université, nous sommes retrouvés tous comme fils de la Grande Orientale. Alors je me dis, il était des droits fondamentaux de M. Corneille Nangaa après ses fonctions, après avoir exercé les fonctions de président de la CENI. Il était de son droit fondamental de pouvoir aussi intégrer la vie politique. Ça, je lui accorde, je lui concède. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est que, vous savez, la personne du chef de l'autorité est sacrée chez nous en Afrique. Et même ceux qui ont fait les sciences politiques, comme moi, en anthropologie politique, on dit que la personne du chef est sacrée. Et Corneille Nangaa le sait comme prince parce qu'il est de la famille régnante comme moi. Mais Corneille Nangaa qui se met, il pointe des doigts les chefs de l'État dans des propos comme débiles politiques, comme avoir menti. Je crois qu'il était quand même un grand temps parce que Nangaa a trahi notre coutume africaine. Il a trahi la tradition du Haut-Touélé où la personne du chef est sacrée. Aujourd'hui, il pointe du doigt les chefs de l'État alors qu'il ignore que son père est chef coutumier. Et chez nous, dans la coutume, il est interdit qu'on puisse pointer du doigt, même si on doit parler au chef, mais il y a des cadres appropriés, des concertations où on peut arrondir des angles si il y a des questions, mais la manière dont sur une chaîne internationale... Il dit que Tshisekedi doit quitter les pouvoirs, il a échoué. Oui, c'est son point de vue. Je crois que c'est de la masturbation politique. Depuis un certain temps, le Congo a levé l'option parce que avant les indépendances, il y avait des problèmes de rébellion, des coups d'État chez nous en Afrique, et particulièrement au Congo. Mais depuis 2006, avec la nouvelle constitution, le mode d'accession au pouvoir public, ce ne sont que les élections et les élections simples. Apparemment, ils ne veulent pas les élections. Ils disent même qu'il n'y aura pas les élections. Parce qu'il sait pertinemment, il n'a pas d'élection. Mais je vous dis, un adage qui dit aussi que l'eau qui coule ne retourne pas en arrière. C'est vous dire qu'on ne peut pas renverser les temps. Donc nous devons plutôt aller de l'avant. Le train de la démocratie a démarré, le train des élections a démarré aujourd'hui. Il y a des efforts. Il y a des efforts consentis par le gouvernement sur le plan matériel, sur le plan financier, en dépit de l'environnement économique dans lequel nous avons évolué pendant un certain temps. D'abord, il y a ce climat de Covid. Aujourd'hui, la guerre à l'Est, tout ce qui a ce problème d'infrastructure. Mais aujourd'hui, le gouvernement a fourni des efforts pour essayer d'arrêter un budget pour permettre aux institutions publiques de fonctionner et particulièrement de donner le moyen à la CENI pour que la CENI puisse organiser les élections et des élections crédibles pour offrir à la population congolaise l'occasion de se choisir. Parce qu'aujourd'hui, les gens crient en avant les tricheries, il y a les légitimités, mais je crois que la meilleure façon de couper court à ces spéculations-là, il faut aller devant les juges suprêmes. Sur le plan politique, les juges suprêmes aujourd'hui, c'est le peuple congolais. Et c'est au peuple congolais de trancher entre X et Y, de donner les mandats. Nous avons décidé, et le gouvernement est en train de faire de moyens, la détermination de chef de l'État. Il est en train de passer partout, il fait des sorties, il va à l'Occident, il va aux États-Unis, il fait les plaidoyers pour que les élections aient lieu. Aujourd'hui, même sur le plan sécuritaire, je crois que... Mais il dit que non, la situation sécuritaire. Mais M. Corneille Nangaa Lobelou ne doit pas confondre la République démocratique du Congo, qui a la dimension continentale, avec sa petite chefferie de Wadembisa, caractérisée par des conflits du pouvoir depuis des décennies, où les gens s'entretuent entre eux, les frères et sœurs, entre la famille régnante. Aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a 3 mois, son père biologique, M. Majesté Nangaa, avait confié son pouvoir à son fils aîné. Mais quelques 3 mois après, il est revenu pour reprendre le pouvoir. C'est vous dire qu'il n'a pas de leçons de démocratie ou de la gestion à nous donner. Donc dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État doit quitter, la question sécuritaire, le Congo, aujourd'hui, le chef de l'État est en train de fournir des efforts, prendre des contacts. Il a expliqué. Aujourd'hui, il a fait des ouvertures. Nous sommes dans les concerts de la nation aujourd'hui. On donne le temps pour que le Congo soit écouté. Mais il y a quelques années passées,
Les Congos n'étaient pas dans les concerts des nations. Mais aujourd'hui, vous allez par 2 fois. Le chef de l'État a été à la tribune des Nations Unies. Et il est au Canada, il est partout, il est en France, il est en Belgique pour expliquer. Mais hier, ce n'était pas le cas. Et cette avancée doit continuer. Et cette avancée, je crois qu'il faut lui donner le temps de continuer cette percée diplomatique et permettre aux Congolais de souffler parce que nous avons souffert. Avant de parler bilan du chef de l'État et élection, parlons de l'accord. Est-ce qu'en dehors de l'accord qui a été signé en public, l'accord FCC-CAS, y a-t-il eu un autre accord secret que Nanga est en train de parler, de revenir? Il y a John Numbi, en tout cas tout l'entourage immédiat de l'ancien chef de l'État est en train de revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a eu accord secret? Et s'il y a eu accord, que disait cet accord-là? Vous êtes un haut fonctionnaire de ce pays, vous connaissez, vous en savez un peu plus. Je suis quelque peu désolé. Je connais mon frère Yobelo Nanga connaît depuis les jeunes âges. C'est un garçon timide de par nature, mais c'est un garçon éloquent. Mais les personnes, les experts de la communication politique comme moi, qui ont suivi cet entretien avec les journalistes à la télé, mais ils ont perçu la quintessence de l'hésitation dans tous les mots, dans tous les vocabulaires que M. Nanga était en train d'utiliser. Il était en train pratiquement de parler entre les dents, alors qu'il est connu comme un garçon éloquent. C'est vous dire quand il parle des accords. Mais oui, les accords étaient que les élections législative, il y a eu la majorité gagnée par les chefs. Là, vous parlez de l'accord FCC-CAS. Est-ce que lui, apparemment, parle de notre accord? Mais je vais revenir encore, parce que quand il doit parler des accords, je crois que c'est quelque peu malhonnête et je crois que c'est insensé. Parce que lui, M. Lobelo Nanga, Lobelo qui veut dire à Kiboudou un scandale, je crois qu'il est en train de faire le scandale au Congo aujourd'hui. Parce que Lobelo Nanga, président de la CENI, a comme mission d'organiser les élections transparentes et offrir aux Congolais les dirigeants de leur choix. Ok. Un point barre. Mais quand il dit qu'il a été co-rédacteur d'un accord entre... Donc ce n'était pas une commission indépendante, une commission électorale indépendante. Je dirais que ce n'était... Alors la CENI Nanga n'était pas encore une commission indépendante. C'était une commission électorale inféodée dans les FCC parce que dans quel but, pour quel objectif le président de la CENI peut faire des démarches, peut être co-rédacteur d'un accord politique de paix, alors qu'il y a des institutions régionales au niveau de l'Afrique, il y a des institutions sous-régionales, il y a les cadres comme par exemple l'organisation chez nous ici de l'Afrique, où le chef de l'État a été d'ailleurs président de cette commission de l'OUA. Donc aujourd'hui dire que non, j'ai été co-rédacteur, j'ai participé à un accord que je vais publier, mais pourquoi pour cet intérêt aujourd'hui, il est publié aujourd'hui? Mais je sais que c'est un débâcle politique pour lui, parce qu'il avait les ambitions. Mais il avait les ambitions, c'était de son droit. Mais s'il a estimé qu'il devait être candidat, son parti venait d'être créé tout récemment. Je crois qu'il prendrait plutôt l'option d'aller comme indépendant que de drainer cette foule-là dans la médiocrité, de dire qu'il ne faut pas aller aux élections, il n'y aura pas d'élection. Mais en même temps, il pensait plutôt s'attirer la sympathie du président honoraire, M. Joseph Kabila, ou ses partenaires. Mais malheureusement, le président Kabila est resté calme, il est resté rationnel et tout responsable. Il croyait qu'on allait mordre à son maison. Il pensait également qu'il allait trouver gain de cause auprès des institutions internationales comme l'ONU, l'OIA, l'Union européenne. Parce que hier, dans l'état passé, dans le jour passé, dans les siècles ou dans les décennies passées, où les injonctions étaient données aux chefs de l'État africain pour qu'ils puissent gérer leur pays, il pensait qu'il allait avoir la sympathie de ces gens-là pour fléchir la position de Tshisekedi et pour qu'il trouve la cause. Parce que lui pensait créer ces partis-là, parce qu'il sait pertinemment. Créer un parti, c'est une bonne chose. Mais Nanga, président de la CENI, mais il était un chef de corps. Mais je peux lui poser la question, le bilan de son mandat, comme fils de la Grande Orientale, il a donné combien de postes ministériels? Il a fait quelle action dans la province orientale? Pour ne parler que de la province orientale, parce que si je dois encore descendre au niveau de la province du Haut-Ouélé,
Mais tous les postes de son cabinet étaient entre les mains de ses frères de Wamba. Pas seulement de Wamba, mais entre ses frères de Wadembisa, de la petite chefferie. Aujourd'hui, il n'a pas de leçon. Quand il dit que non, il y a eu cet accord-là, j'ai dit que c'est un échec pour lui parce qu'il pensait qu'avec ça, il pouvait influencer les pouvoirs pour qu'il se fasse, par exemple, nommer, accepter, drainer la province orientale ou les amis du Haut-Ouélé pour qu'on les soutienne, pour qu'ils deviennent un leader. Mais un leader, on ne s'improvise pas comme un leader. Un leader, c'est celui qui s'est fédéré. Mais il a créé la division dans la province du Haut-Ouélé. Il a créé la division dans la province orientale. Aujourd'hui, les amis de l'Ituri, les amis de Bazouélé, de Haut-Ouélé, de la Chopo ne se parlaient pas à cause de cette magouille qu'il avait organisée dans les élections législatives. Aujourd'hui, les Bazouélé, le Haut-Ouélé, il y a des problèmes. Quand vous descendez au niveau de la province du Haut-Ouélé, mais ces quotas politiques-là, mais ce n'était pas son jeune frère qui n'a même pas un diplôme d'État. Je crois qu'il doit avoir à peine un certificat d'études primaires. Après, il est allé au cycle d'orientation pour faire 2 ans après. Aujourd'hui, c'est Christophe, son jeune frère, qui est aujourd'hui gouverneur de province, sans diplôme, sans aucune qualification. La province du Haut-Ouélé produit par mois, pour la recette des redevances minières, plus ou moins 2 millions de dollars. Mais allez à Isiro, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'éclairage public, il n'y a pas de bâtiments, il n'y a pas d'infrastructure. Les seules routes, ce sont des routes qu'il a construites entre la ville d'Isiro et sa chefferie de Badembisa, dans le territoire de Wamba, et de sa chefferie jusqu'à Bolé-Bolé, là où il y a ces carrés miniers. Ce sont ces routes-là qui sont entretenues. Il abandonne. Vous parlez des carrés miniers, c'est cette histoire fait polémique. C'est quoi cette histoire des carrés miniers? Le Nanga, en principe, avant la CENI, n'avait pas ces carrés miniers. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enrichi illicitement pour avoir ces carrés miniers. On en parle beaucoup. Oui. Et il va plus loin en disant que ces carrés miniers ont été spoliés par la famille du président Tshisekedi. Oui, je dois également recadrer sur ça. Nanga, président de la CENI, il est fonctionnaire public, non? Ouais. La loi, les textes de ces pays ici nous disent clairement que les fonctionnaires publics, les agents publics de l'État ne doivent pas exercer les commerces ni par eux-mêmes, ni par des personnes interposées par M. Yobelu Okone Nanga a acquis des carrés miniers. Ça viole la loi. C'est ainsi que j'invite les procureurs généraux de la République pour qu'ils ouvrent un dossier quant à ceux. Il a acquis des carrés miniers alors qu'il était président de la CENI. Président de la CENI, c'est un fonctionnaire public. Il l'a fait en violation de la loi. Ça, c'est la première des choses. Il parle de l'enrichissement illicite. Mais dites-moi, je peux aussi lui rétorquer la question. Quand il parle de l'argent, les chefs de l'État veulent faire les glissements parce qu'ils veulent s'attirer de l'argent et avoir beaucoup d'argent. Mais est-ce que je peux lui reposer la question? Président de la CENI, il avait un salaire de combien de dollars par mois? Et quand on doit faire un calcul entre sa fortune, ses biens meubles et immeubles, ses comptes à banque, c'est des milliards de dollars. Mais est-ce qu'il peut m'établir les rapports entre cette fortune-là et son salaire? Il n'y en a pas. Je donne seulement l'exemple de l'hôtel Castello de Kinshasa, qu'il a acquis à 8 millions de dollars. Et il en a autant à Kinshasa. Ah bon? Il a autant d'immeubles à Kisangani et à Isiro. Toutes les maisons dans tous les quartiers d'Isiro sont achetées, rachetées par lui et par son frère. Même l'hôtel Castello. Même l'hôtel Castello acheté à un prix de 8 millions de dollars. Nous avons des informations quant à ça. Donc aujourd'hui, parler je crois qu'il faut qu'on ouvre d'abord un dossier parce qu'il a exercé les fonctions du président et il a acquis des carrés miniers en violation de la loi parce qu'il est fonctionnaire public. Deuxièmement, il faut qu'on ouvre un dossier pour qu'on essaye également d'évaluer les biens de Nanga par rapport à son salaire. Je crois que l'IGF est là. Nous allons demander au procureur général avec l'IGF pour qu'on puisse auditer. Parce qu'il a eu la grâce de ne pas être audité tous les mandats que qu'il a fait à la CENI. Il avait la bénédiction de certains cadres du FCC qui travaillaient avec lui et qui tiraient profit chacun à sa manière. Aujourd'hui, je crois qu'on doit auditer. On doit auditer la CENI, la gestion des Nanga, pour qu'on nous dise clairement
Il parle de son compte bloqué par les Américains. Mais il a eu cet argent où? Puisqu'il faut rappeler qu'il est aussi sous sanction américaine. Ah, tout à fait, parce qu'il sait. Là où il est là, il ne peut pas utiliser les dollars. Il ne peut pas le faire, malheureusement. Alors, il pensait trouver des mécanismes pour qu'il puisse injecter son argent dans les circuits en se disant, je suis Premier ministre, je suis président de la République, je vais exercer. Niet. Je crois que les institutions publiques, aujourd'hui, Senanga n'a pas de leçons à donner. Et d'ailleurs, j'invite les services de sécurité, j'invite également le Premier ministre à descendre à Isiro. Parce qu'aujourd'hui, nous de la majorité, nous de l'Union sacrée, nous avons des problèmes. Il y a un problème, il y a un dossier. Parce que l'IGF a été jusqu'à Isiro pour auditer, pour essayer de faire la vérification par rapport à la gestion de la province du Haut-Ouélé. Mais les éléments sont là, les députés nationaux, les députés provinciaux, les sénateurs de la province orientale et de la province du Haut-Ouélé ont été ici avec un grand dossier. Le dossier a été présenté et les amis de l'IGF sont allés jusqu'à Isiro. On a fait des contrôles et les comptes rendus, la suite est là. Je crois que le dossier doit se trouver sur la table du procureur. Je crois que c'est le grand moment. 61 millions de dollars. Sur des comptes qui ont été perçus en avance, sur les péages de route et des avances pour 5 ans, 10 ans, parce qu'il savait qu'il devait partir. Il a pris des dettes au niveau de cette entreprise qui baille 61 millions de dollars. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de route. Il s'était moqué de Felo, la paix à son âme. Ce gouverneur-là qui a laissé les traces pendant le peu de temps qu'il avait. Il n'avait pas les moyens que Nanga a aujourd'hui, des millions de dollars. Mais il n'avait que des petites recettes, des recettes provinciales. Mais aujourd'hui, il y a les redevances minières. Seulement pour le Kibali. Kibali qui donne au moins 2 millions de dollars par mois. Mais la province du Haut-Ouélé n'a pas de gouvernorat, n'a pas un hôtel de gouvernement. Il n'a pas des infrastructures pour abriter l'Assemblée provinciale. Il n'a pas de résidence. Aujourd'hui, c'est la résidence, l'ex-résidence des commissaires des districts qui devaient faire la résidence de messieurs les maires de la ville d'ici. Et le gouvernorat qu'il est en train de vanter que j'ai construit, le gouvernement, il n'a pas construit. C'est un vieux bâtiment construit par les Belges qui abritait la cité d'Issiro et les bureaux des districts. Mais il devait faire un effort parce que déjà le feu chef Anga, Tongolo, Maurice Personnam, avait donné une concession à la province pour qu'on puisse construire la cité du gouvernement provincial. Mais quand il va réhabiliter un vieux bâtiment des Belges, il dit non, j'ai construit le gouvernorat de la province du Haut-Ouélé. Ce sont des vieilles résidences. Pour ça, même si l'audit doit aller, j'invite également l'IGF à aller inspecter, voir le coût de ces travaux-là. Une maison de réhabilitation qui doit coûter 2-3 millions de dollars. Mais si on doit construire une maison, ça ne peut même pas aller jusqu'à 3 millions de dollars. Merci beaucoup, Honorable, pour ces révélations inédites. Et ce sont des révélations vraiment qu'on ne s'attendait pas. Merci beaucoup, Honorable. Maintenant, nous allons parler des élections. Les élections qui auront lieu le 20 décembre, ce sont des élections générales. Effectivement, il y aura d'autres élections en 2024. Honorable, vous avez vu la publication de la liste provisoire des candidats présidents de la République. Ils sont au nombre de 24. Aucune candidature n'a été invalidée. Vous avez un candidat qui est repris au numéro 20. Quelles sont les chances que vous donnez à Félix Tshisekedi? Merci pour la question. D'abord, je dois saluer la sagesse et l'intelligence de la CENI qui a offert la chance à tous les citoyens qui avaient des ambitions pour briguer la magistrature suprême. La CENI a fait correctement son travail. Il a réceptionné toutes les candidatures. Et aujourd'hui, toutes ces candidatures, parce que la CENI ne se limite qu'à rassembler les candidatures. Et à ce qui concerne l'éligibilité et les autres éléments, ça c'est la Cour constitutionnelle. Et 24 candidats, nous sommes 20. Je pense que c'est l'expression même de la démocratie. J'aurais même voulu qu'il y ait 100 candidats à la présidentielle pour que les Congolais puissent opérer les choix.
Parce que les gens sont en train de parler aujourd'hui sur toutes les chaînes périphériques dans les quartiers. Il y a même des chefs de quartier, des gens qui n'ont même pas exercé des fonctions des chefs de quartier. Il y a des couturiers, il y a des footballeurs, partout, tout le monde aujourd'hui. Et là, moi, je suis le plus populaire. Je pense que la CENI a donné la chance à tous ces ambitieux-là de pouvoir participer. Et nous irons à 2000... en décembre, avec les candidats numéro 20. Avec les candidats Fachi Béton, numéro 20, je crois qu'il n'y a pas match, papa. Il n'y a pas match parce que c'est clair. Aujourd'hui... il semble que l'opposition a une stratégie de réunir autant de candidats pour dire que nous avons un grand soutien et nous pouvons faire face à Tshisekedi. Oui, c'est leur point de vue, mais j'appelle ça la masturbation politique. Ce n'est pas par le nombre de candidats opposants que nous allons être inquiétés, parce que nous savons également individuellement chacun de ces candidats. Nous savons qui est qui et les Congolais n'est pas dupes aujourd'hui. Les Congolais avertis, ce n'est pas les Congolais de 63, de 64 qui n'avaient aucune notion de la gestion de la chose publique, qui n'avaient aucune notion de l'État, qui n'avaient aucune notion sur la sécurité, la paix, l'économie. Mais aujourd'hui, les Congolais ont des experts dans tous les domaines. Ils savent d'où nous venons. Parce que si vous devez voir aujourd'hui d'où nous venons et là où nous sommes aujourd'hui, je donne seulement l'exemple du budget de l'État. Nous sommes partis de 4 milliards à 16 milliards. Ça, c'est la volonté, la détermination et la vision pour faire du Congo un grand pays. On ne peut pas faire du Congo un grand pays si on n'a pas un budget conséquent. Donc, il y a la volonté, il y a la vision, il y a la détermination de Félix de sortir de ce pays du gouffre. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a ces conglomérats de bandits, de criminels politiques qui coopèrent avec M23. Mais ils sont là, mais leur objectif, c'est de mettre les Congos à genoux. Parce qu'ils sont en train de viser les Congos, ils sont en train de viser la richesse du Congo. Mais le président Félix a fourni des efforts aujourd'hui. Si vous voyez dans le rang de l'armée, l'armée est aujourd'hui organisée. Nous avons un nombre suffisamment important de militaires. Non seulement un nombre important de militaires, mais aujourd'hui les militaires sont équipés, dotés. Quand vous voyez la tenue dans laquelle nos frères et sœurs porteurs d'armes sont aujourd'hui, ça fait une fierté. Je vous dire que M. Félix, président de la République, a la volonté. Vous avez donc un bilan positif. Donc je donne ces deux éléments-là sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, il n'y a pas match. Nous avons fini, honorable, on peut s'élever. On a fini, honorable. Un mot pour votre candidature. Vous êtes candidat député national. En tout cas, on vous accorde beaucoup de chances pour être élu en décembre. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre candidature? Merci pour la question. Je pense que je vous ai dit... Regardez la caméra, vous adressez à vos probables électeurs des Siro. Je l'ai noté, je l'ai mentionné au début de cette émission ici que le chef de l'État n'a pas seulement besoin de gagner le deuxième mandat, mais la démarche dans laquelle le chef de l'État se trouve actuellement, c'est d'avoir également la majorité parlementaire. Et il ne pense pas avoir des parlementaires, des black-becs. Si nous sommes engagés dans la course politique, c'est parce que le chef de l'État tient à avoir cette fois-ci des candidats députés et des députés de l'UDPS, des députés qui sont formés, des gens qui ont l'expérience, des hommes valables, des gens capables de représenter leur circonscription électorale, capables également de contrôler le gouvernement, de sanctionner pour permettre à l'UDPS et au peuple congolais de goûter à cette grande richesse sur laquelle nous sommes assis. Voilà, c'est pourquoi j'invite mes frères qui se trouvent dans la ville d'Issiro, mes frères et sœurs, de tous bords, parce que je ne suis pas candidat ethnique, je suis le candidat de la ville d'Issiro. Je suis là parce que la ville d'Issiro est cosmopolite. Je ne veux pas aller à Issiro pour servir la communauté X ou Y, mais je suis le candidat de la population de la ville d'Issiro.
Et la population de la ville d'Issy peut me faire confiance. Elle ne sera jamais déçue. Merci. Sûrement que vous allez... Et d'ailleurs, je vous annonce que la semaine prochaine, je suis en route. Mon état-major est déjà préparé. Je dois aller parce que je dois commencer à faire les jalons. Les jalons est déjà fait. Nous devons continuer à arroser. Nous devons continuer maintenant à faire les plaidoyers, à expliquer aux gens qui est candidat président de la République et pourquoi la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est pour parachever les œuvres qu'il vient de commencer. Et nous avons intérêt tous à lui prêter main forte. Beaucoup de révélations inédites de l'honorable Godefroid Massanza, à qui je souhaite vraiment personnellement beaucoup de chance pour son élection, ainsi que son candidat à la présidence, M. Félix Tshisekedi, son excellence là où il est, je les salue également. Merci, cette émission est finie. On se retrouve à la prochaine.